Voilà pour cette table ronde, vous voyez, qui complète, on voit bien les liens, pour le coup, qui existent entre ce qui a pu être dit ce matin et enfin, cette première partie de matinée, cette deuxième partie de matinée. Encore une fois, merci à tous les intervenants. Quand on a cherché dans cette université, tous les ans, traditionnellement, on a un grand témoin. Quand on a essayé de trouver qui et quel profil irait bien pour être grand témoin, on s'est dit qui mieux qu'un designer pour parler de cette relation entre les produits et les hommes. Voilà, designer les objets, designer les produits, peut-être des fois nous semblait le trait d'union ou le résumé finalement de cette thématique aujourd'hui. Donc je suis très heureux de compter parmi nous Nathalie Crasset, qui est une designeuse française, je ne sais pas si on dit designer, designeuse, je suis un peu perdu dans les termes, mais peu importe, de renommée internationale, qui va nous raconter un peu son métier et j'espère pouvoir conclure, j'en suis sûr même, pouvoir conclure parfaitement cette thématique sur le sujet des produits et des hommes. On sait déjà de vous que vous avez une jumelle et on va savoir beaucoup d'autres choses, je sais. Merci pour cette conclusion. Oui, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour en fait être grand témoin de questionnements, puisqu'on est tous amenés avec les temps qui courent à remettre un peu en cause nos métiers respectifs et c'est urgent de le faire. Donc je vais d'abord préciser d'où je parle, c'est-à-dire le design et questionner le rôle du design aujourd'hui. Et si on pouvait affirmer, il y a quelque temps, je pouvais affirmer que le rôle du design était d'améliorer l'habitabilité du monde, on voit que nous sommes tous persuadés que c'est plus suffisant face à l'ampleur des enjeux écologiques. Et alors je me questionne, alors qu'est-ce que le design aujourd'hui ? Et il faut d'abord comprendre que c'est une capacité, ce n'est pas uniquement une compétence professionnelle qui serait issue d'une combinaison de plusieurs choses. Dans un premier temps, un sens critique, c'est-à-dire une certaine habileté à regarder l'état des choses et à reconnaître ce qui est acceptable ou pas. On y ajoute de la créativité. Là, la créativité, c'est l'habileté à imaginer quelque chose qui n'est pas encore là, en se projetant. Et puis enfin, le sens pratique, c'est-à-dire l'aptitude à connaître les manières possibles de conduire les choses à l'existence. Donc on a ces trois on va dire aptitudes là qui sont mélangées pour faire le design. Et après avoir désigné la production d'artefacts, aujourd'hui le design est utilisé soit pour identifier une pratique, soit comme une démarche de recherche qui en fait serait au croisement de diverses méthodologies disciplinaires. Donc c'est un peu cette définition-là en deux parties qui me sert de trame aujourd'hui pour vous présenter. D'abord, en repartant de mon approche personnelle, je pense qu'on a tous besoin aussi de se dire mais pourquoi j'ai fait ce métier au départ ? Qu'est-ce que je voulais apporter ? C'était quoi mes intentions ? Et dans un deuxième temps, d'aborder la thématique avec trois hypothèses de recherche qui sont naïves, qui le sont exprès, parce que l'idée, c'est de réfléchir et de se décaler. Alors, les exemples choisis, pour l'instant, sont juste dans le cadre domestique. Ça me permettait de cerner un peu plus facilement les choses que chacun connaît aujourd'hui. Alors, pragmatiquement, pour transcender en fait la forme et la fonction, j'ai commencé dans ma pratique à créer des objets autour d'un scénario d'usage. Et là, je vais donner un exemple très simple pour qu'on puisse bien rentrer dans le fil du projet. C'est une collaboration avec Pierre Hermé pour la Forge de l'Aïeul. Alors, c'est un couteau. En fait, un couteau, c'est un outil qui existe depuis la nuit des temps. On se dit comment on va faire un couteau différent. Il ne s'agit pas d'innover, mais différent. Et en fait, le couteau, il va ressembler à ça. Il va permettre, puisqu'on est avec Pierre Hermé, de couper un gâteau. C'est un endroit de convivialité ensemble. Et en fait, donc, on va simplement couper le gâteau. Mais pour moi, couper le gâteau, ce qui est le plus important dans ce moment-là, c'est de partager le gâteau. Donc, en faisant en sorte de juste incliner, de tourner d'un quart de tour en fait la main, on va transformer le couteau en pelle à tarte, puisque pour moi le plus important c'est de partager le couteau, pas de le couper. Et voilà, on voit ici la genèse d'un objet qui est différent, qui a sa propre forme,
qui a ses propres matières. Je ne vais même pas m'attarder sur en quoi il est fabriqué, parce que là, l'idée, c'est plutôt de travailler, de parler de l'usage, hein, du scénario d'usage. Donc ça, c'était ma façon, en fait, d'aborder les choses au départ, de travailler sur, on a parlé tout à l'heure de la relation entre le sujet et l'objet, trouver une façon particulière de faire ces choses. Et vous voyez qu'il a une façon de s'affirmer un peu différente. Et il y a même une poignée qui invite en fait à prendre l'objet. Et quand on le prend en main, on comprend qu'il y a ces deux positions qui sont bien caractéristiques. Et ça, c'est justement le petit packaging. On peut se poser la question de savoir si on en a encore besoin, qui était proposé pour montrer l'usage de l'objet. Puis, la deuxième façon d'intervenir sur cette relation entre l'objet et le sujet, ça a été de créer des scénarios de vie. Et ça, je remonte un petit peu dans ma chronologie, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y avait des intentions qui étaient assez fortes. Et le projet s'appelle « Quand j'y monte à Paris ». C'est la première pièce de mobilier que j'ai faite. C'est quand un copain débarque à la maison et qu'on est comme moi à l'époque dans un petit appartement à Paris, mais j'avais pas de chambre d'amis et donc je voulais faire ce geste d'hospitalité. Et donc c'est simplement une colonne qui s'ouvre et on a globalement un sommier plus un matelas qui va se dérouler. Et plus que ça, puisqu'on vient délibérément donner un petit peu d'espace avec une lumière et un petit réveil matin. Voilà, c'était un peu ma façon d'aborder le mobilier. C'était complètement extraterrestre à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'objets qui étaient comme ça, sans forme, on va dire. Hein, c'est la forme d'une colonne, alors qu'en France, on est quand même dans un esthétique très particulier au niveau du mobilier. Donc, et j'ai revisité en fait ce projet dernièrement en l'articulant avec 4 parties comme ça. C'est exactement le même concept, voilà, mais revisité comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je propose des alternatives dans le cadre domestique pour lutter contre la maison cocon. On a parlé du cocon tout à l'heure, mais le cocon, c'est justement l'idée que c'est pas permanent un cocon. C'est quelque chose qui permet la métamorphose. Or, dans nos intérieurs, on se fige énormément dans la façon dont on habite. Donc, je crée des scénarios de vie pour l'intérieur plutôt que d'ajouter des petites pièces de mobilier qui sont placées les unes à côté des autres. Alors j'ai par exemple, et ça va vous paraître bizarre, refusé dès le départ de dessiner des canapés parce que je pensais que ce n'était pas du tout la bonne façon de proposer des assises dans la maison. Le canapé, c'est maintenant même plus l'outil de convivialité puisque on a la télé devant, donc c'est même plus l'idée de recevoir ses amis. On va payer très cher un canapé en cuir pour un statut social. Donc vous voyez toutes ces choses qui sont arrivées sur le canapé. Et donc j'ai créé cet objet qui était un peu bizarre, qui était en fait l'idée de dire un canapé, ça pourrait être un ensemble de poufs comme ça qu'on peut empiler si on a besoin de place. On peut recréer un canapé, il suffit juste d'avoir un mur, et on peut, s'il y a plein de copains qui arrivent, les disperser dans l'espace, on peut en transformer en table, et voilà, le tour est joué. Ça pourrait être ça, un canapé. Et là, on voit bien tout de suite la résonance avec le confinement qu'on a un peu vécu ces derniers temps, dans l'idée de dire on a besoin d'utiliser l'espace différemment et d'avoir une action sur cet espace. Donc voilà, je vais y défiler. Donc nous pensons souvent que nous manquons d'espace, mais c'est plutôt dans l'organisation des choses que tout se joue, et surtout dans la façon de pouvoir interconnecter les activités plutôt que de les superposer les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est la version renouvelée de ce projet, toujours de Pouf, en fait, qui devient cette fois-ci un peu plus valise. Voilà. Tout ça pour dire qu'autour de cette idée, j'essaie de ne pas faire un canapé parce que ça ne me semble pas l'outil d'émancipation, c'est un très grand mot, mais l'outil d'émancipation dans l'intérieur. J'en arrive à faire plusieurs matérialisations et notamment celle-ci qui s'appelle Dynamic Life. Et en fait, je dis, je vais quand même faire un canapé. Mais en fait, le fait d'avoir refusé de faire un canapé me permet d'intervenir un peu différemment. Bien sûr, on va s'asseoir à une certaine hauteur avec ce canapé, mais le soir, si on est un peu plus fatigué, on va simplement ouvrir partiellement l'objet, ça va devenir une chaise longue. Bien sûr, on va pouvoir utiliser toute la surface si on veut se coucher dessus. Et voilà, ça donne cela. Donc c'est un peu une espèce d'intermédiaire
avec la même intention, mais en revenant sur une typologie qui est plus intéressante. À partir du moment où on a pris position, on peut matérialiser de façon différente. C'est-à-dire que, je vais vous d'ailleurs en montrer un exemple. Là, c'est plus l'idée de concentrer en fait le canapé, après de pouvoir comment dire, l'éclater avec ces différentes. C'est un petit peu l'idée d'avoir une famille d'assises, un pouf, une assise avec dossier et un contenant, et on va pouvoir comme ça proposer différentes façons d'être et les inventer au fur et à mesure, et bien sûr aussi pouvoir accueillir quelqu'un pour dormir le soir ou pas. Voilà. Donc ce sont des intérieurs évolutifs qui nous permettent de reconfigurer à souhait en fonction du moment de la journée, mais aussi en fonction de qui est présent dans l'espace. Donc j'entrevois les objets plutôt comme des structures pour faire, ou des structures pour se poser. Et je vais donner juste un dernier exemple en termes de mobilier. C'est une assise évolutive que j'ai fait pour un fabricant italien. Et en fait, cette assise, elle est quoi? C'est une assise qui unit une assise, un dossier et un petit rangement. Tout ça dans l'idée de proposer en fait le dossier qui se pivote pour devenir une petite table, et on voit tout de suite à quoi ça peut servir, puisque le dos bascule et devient un petit plan sur lequel on peut écrire, utiliser un ordinateur, manger, jouer. Donc on voit ici que c'est un objet hybride qui tente à relier le monde professionnel et le monde domestique. Donc c'est assez simple en fait, c'est aussi un peu l'ambition de dire aujourd'hui on peut construire encore en France, il faut trouver juste des objets qui nous permettent d'avoir une valeur ajoutée, qui permettent d'être en moyenne gamme, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'objets qui sont en bas de gamme et haut de gamme, et en fait au milieu on a plus beaucoup de propositions. Et trouver des projets qui sont comment dire, différenciants, c'est un peu l'objet de c'est fabriqué en bois, c'est en une seule découpe, et en fait c'est créé en France, puisque c'est moi qui l'ai dessiné, c'est édité en Italie et c'est fabriqué en Autriche. Donc ça devient un projet, on va dire, à ambition européenne. Voilà. Alors, si on est actif à la maison et si on agit pour s'approprier ce monde intérieur, alors on sera capable de s'investir à l'extérieur. Ça, c'est une de mes intimes convictions. Au départ, je ne l'avais pas vraiment identifié. Je ne savais pas pourquoi je faisais ce type de mobilier, mais aujourd'hui, j'en suis plus sûre. Si on reconfigure, si on questionne, si on essaie, si on fonctionne en projet à l'intérieur de ses choix, alors on est perméable aux expérimentations et on va de l'avant. L'inactivité et la surprotection dans le cadre domestique vont de pair. Et se replier, comme on l'a dit un petit peu ce matin, dans son cocon sur le long terme, conduit à se refermer dans une bulle de certitude. Donc en fait, alors qu'aujourd'hui, avec les défis écologiques, la première démarche à entreprendre, ce serait plutôt de se remettre en cause. Et nous avons la chance d'avoir des philosophes, on en a parlé ce matin d'Emmanuel Kocha, Baptiste Morisot, Émile H, des anthropologues, des écologues qui peuvent nous éclairer aujourd'hui. Mais concrètement, comment peut-on faire? Lire, penser et faire un pas de côté. L'homme, nous dit Anne Coquelin, serait en capacité de retrouver la spontanéité de la nature. Il y a au fond de la culture elle-même une contre-culture plus originaire que les normes arbitraires d'une société donnée. Quand je commence un projet, je retire les couches de complexité qui sont accumulées pour revenir au sens original. Le sens est immanent à l'objet qui le porte, il est immanent au sensible. Voilà, donc on va partir maintenant dans la deuxième partie du projet, comme je vous l'ai énoncé au départ, de travailler sur des scénarios et essayer de faire des démonstrateurs pour se décaler justement et penser autrement. Premier exemple que je vais prendre, c'est un projet qui est en fait assez vieux, puisqu'il date de 2002, et c'est l'idée de travailler sur le soin à la maison. Et c'est un projet que j'ai montré dans le cadre d'une exposition, donc il est formalisé comme ça, dans une exposition pour Don Braque, qui est un fabricant de salles de bain. Et voilà. Et donc, c'est un espace qui est dédié au bain, bien sûr. Et en fait, ce bain est
j'ai porté la nature à la portée de la main pour contribuer au bien-être. Le bain constitue un moment privilégié du rapport au corps. Donc le projet propose une structure pour se réapproprier les savoir-faire perdus de l'usage des plantes pour une attitude préventive et pour se reconnecter à la nature. Sélectionnées, les plantes sont là essentiellement pour leurs bienfaits qu'elles procurent au corps. Donc les plantes forment un environnement bienveillant, on apprend à les connaître les unes après les autres, elles sont accessibles, elles peuvent être regardées, touchées, on connaît leurs vertus aromatiques et thérapeutiques. Elles sont récoltées, échangées entre amis. Les plantes sont à infuser, à inhaler, à verser dans le bain, à boire en décoction, à appliquer en patch ou bien encore à manger. Comme un cuisinier qui mêle les senteurs, qui reprend les recettes de sa grand-mère et en invente de nouvelles, on peut ici composer avec toutes ces espèces végétales à disposition. Auprès de la baignoire, une extension tablette est le support des rites de la préparation du bain. Elle se substitue à la coiffeuse avec le miroir. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de miroir, on n'a pas besoin de se voir, on se sent dans son corps. Alors ça, c'est la première hypothèse. Et donc sortir du cocon en redevenant sensible. Il y a beaucoup de projets de philosophes aujourd'hui et de sociologues sur cette idée de redevenir sensible. Dans Le sauvage et l'artifice, Augustin Berg nous explique qu'il y a un monde vrai, ce monde que l'on voit, et un monde de fiction élaboré pendant plus d'un millénaire, composé de schèmes esthétiques et symboliques. Et c'est parce qu'il y a ces deux dimensions que le vécu devient riche. Un mauvais acteur ne va utiliser qu'une dimension. Un bon architecte ou un bon designer saura utiliser ces deux dimensions. Je mets en relation ces propos avec ceux d'Arne Næss, qui est en fait un philosophe norvégien et qui est à l'origine du concept d'écologie profonde. Il nous rappelle que depuis le XVIIe siècle, on parle de 3 niveaux de qualité pour décrire les choses. On a la qualité primaire, qui est appartenant au monde du réel, qui est là devant nous. Et donc, c'est ce qu'on va dire, en fait, ce qui nous sert à décrire les choses, c'est la taille, ou on va dire, ce sont les qualités objectives, la taille, la forme des choses. La qualité secondaire, quant à elle, c'est plutôt des dénominations correspondant aux sensations et aux sentiments éprouvés. Et la qualité tertiaire, c'est la qualité perceptive, complexe, par exemple, un sentiment de tristesse. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, la réalité qui importe est souvent celle qui est mesurable et ce qui peut être saisi par la science. Utiliser seulement les qualités primaires pour identifier la nature, si on prend un exemple, permet de la présenter, la nature, simplement comme une simple ressource. Est-ce que vous voyez la forêt comme un tout, ou est-ce que pour vous, c'est une surface où poussent des arbres? Point d'interrogation. Voyez-vous le monde comme des descriptions factuelles, objectives, ou parlez-vous d'expériences vécues et de sentiments? L'éthique de chacun, en matière environnementale, repose dans une large mesure sur la matière dont on perçoit la réalité. Sortir du cocon, apprendre à sentir le monde, réfléchir et faire des hypothèses. Augustin Berg nous dit encore « Sous la maison, respire le sol ». Il y a à peu près 1 an, et j'ai continué beaucoup pendant le confinement, j'ai fait des concepts de maison et je me suis questionnée sur qu'est-ce qu'une maison où dessous respire le sol. C'est d'abord une maison qui est posée avec respect et donc qui laisse le sol respirer. C'est sûrement une maison sans fondation. Un projet pour redonner une relation à la terre. Nous avons complètement oublié ce qu'est la terre qui est sous nos pieds. Il n'est pas rare d'entendre un enfant nous dire que la terre, c'est sale. C'est bien là la preuve que nous avons complètement perdu toute relation et compréhension de son rôle. Et c'est même en implantant des composts que nous avons redécouvert la présence des lombrics dans la terre et que nous nous sommes rappelés leur rôle essentiel. Nous avons donc besoin de retrouver du bon sens et un lien direct avec la nature. C'est à chacun d'entre nous qu'incombe le développement
d'un rapport intime avec la nature qui permettra de stopper les logiques actuelles qui s'appuient sur le développement de modèles artificiels. Et c'est forcément par la nourriture que ce changement doit advenir, car manger, c'est ce qui est le plus intime. Car c'est ce que nous ingérons qui nous constitue. Un changement de nos modes de consommation ne peut advenir que si nous sommes impliqués et si nous faisons pousser nos propres légumes et si nous voyons de nos propres yeux l'action des saisons. La maison que je propose permet un contact quotidien et une redécouverte de la terre. C'est une maison serre. La serre fait partie de l'habitat. Elle est la base et le fondement. L'habitation ne touche pas la terre. C'est la serre qui fait l'interface avec la terre. Oui. L'habitation est sur pilotis et c'est sa partie nourricière, la serre, qui est mise en avant et qui permet à chacun de retrouver la fierté de manger ce qu'il a fait pousser. Elle est orientée au sud, hein. On le voit bien ici. Et sa forme, en fait, elle vient du fait de vouloir capter l'énergie et la partager, cette énergie, entre les plantes et les humains. On voit ici la vue de côté, et on voit la partie basse avec la serre et tout un arrière-plan. Et on voit ici les différentes composantes de ce scénario. Hein. Il s'agit d'un scénario, il ne s'agit pas de construire la maison, je vous le rappelle. Et puisque pour moi une conférence c'est aussi l'opportunité de réfléchir et de faire un projet spécifique, je vais finir avec un autre projet que j'ai préparé pour aujourd'hui. Et comment aller plus loin que redonner une relation au sol? Une maison où tout ce qui vient du sol doit retourner au sol. On ne peut en effet continuer de prendre sans redonner. Tous les corps, qu'ils soient humains, végétaux ou animaux, sont unis au sein d'une sorte de communauté énergétique. La terre digère, on en a parlé ce matin, elle prend la mort et elle recrée la vie. Produire, consommer et restituer. Que restituons-nous? Une maison qui prend en compte ce sol qui transforme. Une maison qui permet une relation avec notre milieu pour qu'habiter nous transforme. Imaginez. Je vais prendre l'exemple d'une pit house qui est en fait un fond de cabane. C'est un des deux modèles de maison primitive typiques du Moyen-Âge. C'est une petite maison ronde, entourée simplement de poteaux en bois pour tenir le toit. Et on y pénètre par une rampe, parce que c'est une maison qui est semi-enterrée. Dans la maison que je propose, on va plutôt en fait monter, puisque la maison va être posée sur une butte de terre. Cette surélévation entre la base et la maison et le sol nous permet de créer une zone tampon, un espace où on montre nos déchets ressources pour pouvoir facilement les utiliser. Une interface pour l'action, pour des échanges dynamiques entre nous et notre milieu et pour faciliter la restitution. Un interstice propice pour l'installation d'une trame d'usage, pour regagner ce savoir-faire qui s'inscrit dans le prendre soin élargi au milieu. Elle nous permet d'acquérir une culture du vivant qui nous manque au quotidien grâce à des usages pragmatiques qui s'organisent tout autour de la maison. Près de la cuisine, à gauche, une trappe permet de stocker les fruits et les légumes. On réinstaure l'idée du garde-manger. De l'autre côté, c'est le compost qui prend place. Une culture du vivant à approfondir autour de ses propres centres d'intérêt. Une maison bien isolée. On voit ici un petit peu la façon de constituer la maison. Mais une maison qui respire. On ouvre une trappe dans le sol. Quand il fait chaud, c'est une ventilation naturelle. C'est la fraîcheur du sol qui nous permet de baisser la température. Ce sont des systèmes de rafraîchissement qu'on appelle convectifs, avec un plancher surélevé du sol, qui sont utilisés dans des constructions vernaculaires, aussi bien en Indonésie ou en Malaisie. Ici, la surélévation du plancher est bien sûr juste partielle et périphérique. La lumière, le soleil est notre allié, surtout l'hiver. Il peut partager ses rayons sur toute la façade que vous voyez ici. Et au nord, on est forcément
plus fermée, la maison est forcément plus fermée. L'installation des activités dans la strate d'échange suit cette orientation. L'eau de pluie. On voit que l'eau de pluie est récupérée, on voit le toit en fait, qui forme un cône et en fait, l'eau est placée au centre de la maison pour pouvoir être redistribuée avec ce circuit dédié pour la plonge, les toilettes et voire même la douche. Dans bien des régions, cette eau est plus qualitative que l'eau traitée chimiquement. Les eaux grises, on les voit ici puisqu'on est juste en face la salle de bain et les toilettes. Les eaux grises sont récupérées pour être utilisées. Les eaux vannes également. Les eaux vannes, c'est en fait les deux petites parties jaunes et oranges. Les eaux vannes sont, elles, utilisées, on peut les mélanger avec un substrat végétal pour le transformer en fumain. Et vous voyez que la façon d'organiser les choses autour de la maison permet leur manipulation et leur réutilisation. L'été, l'automne et l'hiver, on s'active autour de la maison. L'hiver, la strate hiberne, les activités sont plus réduites. Une jupe périphérique permet de protéger du froid. Une maison, c'est un lieu d'intimité pour se retrancher. Or, aujourd'hui, pour nous rassurer, il nous faut un autre type d'intimité, une intimité avec la terre. Pendant des siècles, nous avons scruté le ciel pour deviner l'avenir. Ce n'est pas en regardant en haut, mais en regardant la terre que nous pourrons comprendre. La terre est notre avenir. Nos rêves de maison doivent alors porter cette compréhension du monde. Et je finirai avec une phrase de Paola Antonelli, curatrice en chef au MoMA, à New York. Je pense que ce que feront les concepteurs à l'avenir, c'est de devenir le point de référence entre tous ceux qui veulent créer un lien, on en a beaucoup parlé, entre les choses aussi complexes et difficiles à traduire et la réalité. Les designers ne concevront plus simplement des objets, mais surtout des scénarios basés sur des objets qui aideront les gens à comprendre les conséquences de leurs choix. Merci de votre attention.